Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de la deuxième auteure la plus lue dans le monde après William Shakespeare et de la première la plus traduite, à savoir Agatha Christie. Agatha Mary Clarissa Miller est née le 15 septembre 1890 d'un papa américain, Frederick Alva Miller, et d'une maman anglaise, Clarice Margaret Bowmer. Elle est la benjamine de 3 enfants, donc elle a un grand frère qui s'appelle Monty, qui a 10 ans de plus qu'elle, et une grande sœur qui s'appelle Madge, qui en a 11. Donc comme tu le devines, avec cette grande différence d'âge, Agatha Christie a vécu comme fille unique limite parce que sa grande sœur et son grand frère, étant beaucoup plus grands qu'elle, ne s'intéressaient pas trop au petit dernier. C'est une petite fille qui donc s'est beaucoup ennuyée pendant son enfance et a dû développer son imagination pour pouvoir un petit peu tromper son ennui et pouvoir s'amuser toute seule. Et donc elle est née dans la ville de Torquay au Royaume-Uni, qui est une station balnéaire sur la côte du Devon. Elle n'a pas été à l'école, ou en tout cas pas longtemps, je vais te le raconter ça plus tard. Par contre, elle apprendra à lire à l'âge d'environ 5 ans avec sa nursie, donc sa petite nounou, qu'elle aimait beaucoup et qui jouera d'ailleurs un rôle assez important lors de son enfance. Elle adorait les mathématiques par contre, et elle dira d'ailleurs dans son autobiographie qu'elle serait sans doute devenue mathématicienne si elle avait terminé ses études, une mathématicienne de 3e ou 4e rang, comme elle dira. Mais par contre, les mathématiques et la musique, parce qu'elle était une grande fan de musique, elle a d'ailleurs étudié la musique à une certaine période de sa vie, l'auraient rendue tout à fait heureuse, mais, et je cite, « elle se serait emparée de toute mon attention et m'aurait fermé le monde de l'imaginaire ». Et on sait à quel point le monde de l'imaginaire est important et a été important dans la carrière d'Agatha Christie. Pendant l'année 1901 survient un événement assez marquant dans la vie d'Agatha Christie et c'est la perte de son papa. Donc elle avait 11 ans, c'était une toute petite fille. Et à ce moment-là, les revenus de la famille c'était déjà restreint parce que le papa d'Agatha Christie était rentier, donc il vivait de ses rentes. À la suite de la perte du papa, les revenus ont encore plus baissé et donc le train de vie a complètement changé après la disparition du papa. Et donc à ce moment-là, elle va rester seule avec sa maman parce que son grand frère était parti en voyage et sa grande sœur, elle s'est mariée, donc elle va se retrouver seule avec sa maman, ce qui va énormément rapprocher les deux femmes, en tout cas la petite fille et sa maman. Le lien avec sa maman est très particulier depuis toute petite et je pense que c'est dû à sa position de petite dernière, mais elle a toujours été extrêmement proche de sa maman. Sa maman a toujours écouté les besoins de sa petite fille, l'a toujours soutenue dans ses projets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas envoyée à l'école parce que elle trouvait que sa petite fille pouvait se développer tout aussi bien toute seule. Et je pense qu'elle a assez rapidement vu le potentiel d'Agatha Christie, vu ce qu'elle pouvait partager, ce qu'elle pouvait faire et je pense que l'imagination débordante d'Agatha Christie avait suffi à la rassurer quant au peut-être à l'avenir de sa petite dernière. Donc c'est vrai que le lien d'Agatha Christie avec sa maman est extrêmement fort et je l'ai trouvé très émouvant quand j'ai fait mes petites recherches. Et donc s'étant retrouvée seule avec sa maman pendant cette période, les liens se sont absolument fortifiés entre les deux femmes. Quelques années plus tard, à l'âge de 16 ans, sa maman va l'envoyer à Paris dans un pensionnat où elle lui apprendra la musique et donc c'est là qu'elle étudiera la musique entre guillemets. Elle ambitionnera même de devenir pianiste, mais je pense qu'elle n'était pas assez talentueuse que pour en faire une carrière. Elle avait vraiment une affection particulière pour la musique, mais ça ne s'est malheureusement pas fait. Ou au contraire, heureusement pour nous, lecteurs, parce qu'on aurait perdu vraiment une grande auteure et le monde on serait sûrement changé, le monde littéraire en tout cas. Vers l'âge de 17 ans, donc quelques mois plus tard, la maman d'Agatha Christie va décider de faire son entrée dans le monde, donc de la présenter au monde et à la société pour évidemment se trouver un mari. À 17 ans, on est très jeune pour se trouver un mari, mais à l'époque c'était les mœurs de l'époque et on le faisait. Et donc comme les finances encore une fois de la famille ne pouvaient pas le permettre, sa maman au lieu de présenter dans le monde sa petite fille, c'était déjà une jeune femme à 17 ans, mais sa jeune dernière à Londres, ça aurait coûté extrêmement cher, elle décide de le faire au Caire, donc en Égypte, où il y avait énormément de dignitaires britanniques là-bas qui y vivaient. Et donc elle va aller au Caire. Et c'est là qu'elle va écrire son tout premier manuscrit, c'est-à-dire un manuscrit d'adulte, un manuscrit fini, qu'elle va appeler Neige sur le désert et qui lui a été inspiré d'ailleurs par ce voyage-là. Et ce manuscrit va être lu par sa maman parce qu'elle le lui fera lire. Il sera beaucoup apprécié par la maman qui va décider de le présenter, de le donner à un ami à elle qui était auteur. Et ce même auteur va le donner lui-même à son agent littéraire. Et malheureusement, l'histoire de Neige sur le désert se terminera là parce qu'il n'y aura pas de suite.
à ce manuscrit, il ne sera pas publié. Par contre, c'est-à-dire que Agatha Christie a mis la main à la pâte, elle a produit quelque chose, elle est entrée dans ce cercle d'écriture même si elle le faisait depuis toute petite, elle a toujours écrit, mais elle l'a fait maintenant, elle le fait de manière, c'est-à-dire construite de manière aboutie. Quelques années plus tard, et là on est en 1914, Agatha Christie va rencontrer son premier époux, Archibald Christie, et donc lui donnera son nom et qu'elle utilisera pour ses parutions. Archie est un pilote, un aviateur de l'armée, et en 1914, donc la Première Guerre mondiale se déclare, mais ils arrivent à se marier, ils se séparent, donc chacun va de son côté, Archibald va travailler de son côté pour l'armée et elle aussi va intégrer l'armée en tant qu'infirmière et puis elle va travailler dans un laboratoire de l'hôpital militaire où elle va passer un diplôme de préparatrice en pharmacie et où elle aura l'occasion d'étudier les poisons. Je pense son mode de meurtre préféré dans tous ses livres quasiment. Il y a la présence de poison, elle utilise le poison comme arme. Et donc là, elle sera entourée de poison, entourée de molécules chimiques absolument létales et mortelles. Cet environnement-là va être très propice à la réflexion et c'est à ce moment-là qu'elle va écrire son vrai premier roman qui est La mystérieuse affaire de Steele qui sortira en 1920, donc quelques années plus tard, et dans lequel on rencontre pour la première fois le personnage d'Hercule Poirot, le fameux belge un peu mégalo, mais très intuitif, très intelligent, et son fidèle compagnon qui est Arthur Hastings. Arthur Hastings va apparaître dans 8 romans d'Agatha Christie, donc c'est un personnage qui est très très secondaire, mais qu'on retrouve de manière quand même assez récurrente, même si pas très souvent. Là, on est sur un roman policier. Et en fait, l'idée d'écrire un roman policier lui est venue avec sa grande sœur Madge, parce que sa grande sœur Madge aussi était une autrice. Elle écrivait beaucoup de pièces de théâtre, elle a d'ailleurs écrit essentiellement ça, dont certaines étaient assez reconnues quand même. Madge va lui lancer un défi quand elles sont un peu plus jeunes, après la lecture d'un roman qui s'appelle Le mystère de la chambre jaune d'un certain Gaston Leroux qui est lui-même auteur de romans policiers. Elles vont tellement aimer l'intrigue de ce livre qu'elle décide donc de se lancer dans l'écriture de romans policiers. Elle se dit pourquoi pas moi. Donc c'est Gaston Leroux, l'auteur. D'ailleurs j'aimerais bien lire ce livre-là pour savoir qu'est-ce qui a inspiré Agatha Christie à se lancer dans l'écriture. J'adorerais lire. Je pense que je vais me le procurer un jour et le lire, ça c'est certain. Et donc voilà, la vie se déroule. La mystérieuse affaire de Steele est un succès incommensurable. Agatha Christie est lancée, sa carrière est lancée. Elle sort plusieurs livres par la suite qui vont devenir aussi des succès. Donc la Première Guerre mondiale se termine entre-temps. Elle sort La mystérieuse affaire de Steele en 1920. Elle habite à ce moment-là dans une banlieue assez chic de Londres, c'est Sunningdale. Elle est mariée avec Archibald qui est son plus grand amour à ce moment-là. Ils sont heureux en ménage, tout se passe bien, ils font le tour du monde ensemble, en tout cas partie du monde ensemble, et ils ont une petite fille qui s'appelle Rosalind qui est d'ailleurs le seul enfant d'Agatha Christie. Tout se passe bien et là on arrive en 1926 où survient un événement extrêmement mystérieux dans la vie d'Agatha Christie. Agatha Christie vit à Sunningdale avec son mari et sa petite fille. C'est une autrice à succès, fortunée, mariée avec un homme extrêmement puissant. Donc les deux font la paire, les deux sont un couple très en vogue, très en vue et surtout très considéré dans le pays. Mais sous des dehors absolument parfaits et idylliques. La vie du couple n'est plus au fixe, donc Agatha Christie est demandée en divorce par son mari un peu avant. Et surtout, Agatha Christie a perdu sa maman en avril et on connaît la relation forte que lient ces deux femmes et elle la perd, donc Agatha Christie se retrouve dans une mauvaise passe. Et un jour, nous sommes le 3 décembre 1926, un vendredi soir, Archibald, qui s'est déjà éloigné de sa femme depuis quelque temps, va décider de rejoindre sa maîtresse chez un ami à quelques kilomètres de là et donc va laisser Agatha Christie seule avec sa fille à la maison. Il part et quelques temps plus tard, Agatha Christie va décider de sortir elle-même, donc elle va laisser sa fille seule avec sa nounou. Elle va appeler sa secrétaire pour lui annoncer qu'il fallait annuler les rendez-vous du lendemain. Tout est prévenu, tout est réglé. Agatha Christie prend sa voiture et s'en va. Agatha Christie s'en va cette nuit du 3 décembre 1926 et disparaît. Le lendemain, 4 décembre 1926, sa voiture est retrouvée au bord d'un étang, le Silent Pool, à plus de 30 km de là. La voiture est encastrée dans un petit buisson, tout laisse croire à un accident. On y retrouve tous ses effets personnels,
son permis de conduire, son sac à main, mais surtout un manteau, très grande valeur, mais aucune trace du corps d'Agatha Christie. Donc tout le monde se pose la question, où est Agatha Christie? Est-ce qu'elle a été enlevée? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce qu'elle a été assassinée par son mari? D'ailleurs, dans cette affaire, son mari va devenir un principal accusé. Les regards vont énormément être tournés vers lui parce que il a demandé le divorce quelques temps plus tard. Il a une maîtresse, une certaine mademoiselle Neal. Tout laisse à croire que potentiellement, il aurait pu éliminer sa femme pour pouvoir vivre librement son histoire avec sa maîtresse. Et d'autres vont aussi émettre l'hypothèse que ce serait peut-être un coup de com' de la part d'Agatha Christie parce que la sortie en feuilleton de son dernier roman en date, Le meurtre de Roger Ackroyd, coïncide avec la disparition, donc la mystérieuse disparition d'Agatha Christie. Tout est possible, tout est plausible, toutes les hypothèses se valent. Par contre, Scotland Yard va dire que eux, ils penchent plutôt sur la thèse de l'accident. Donc ils vont tout mettre en place pour retrouver le corps d'Agatha Christie. Ils vont faire des fouilles, ils vont tout fouiller, la maison, la voiture. Ils vont organiser des battues pour retrouver le corps. Ils vont draguer l'étang, donc le Silent Pool, près duquel on a retrouvé la voiture. Un aéroplane, d'ailleurs, pour la première fois de l'histoire de l'Angleterre, est utilisé pour survoler la zone où on a retrouvé la voiture. Et aucune trace du corps d'Agatha Christie, nulle part. L'enquête suit son cours et une dizaine de jours plus tard, donc un peu plus d'une semaine et demie, Scotland Yard va recevoir un appel de 2 musiciens qui travaillent dans un établissement thermal d'Harrogate et qui vont signaler la présence d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui semble être la fameuse Agatha Christie. Scotland Yard va aller dans l'établissement thermal pour essayer de retrouver cette jeune femme et donc ils appellent Archie pour venir identifier sa femme, parce que Agatha Christie, à ce moment-là, souffre d'une perte de mémoire et de troubles d'identité. Elle ne sait pas qui elle est complètement confuse dans sa façon de parler, on ne sait pas, elle n'arrive pas à décliner son identité. Elle s'est enregistrée dans l'établissement d'Harrogate sous le nom de Mademoiselle Neal. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ce nom-là? Parce que ce nom n'est autre que le nom de la maîtresse d'Archie. Donc c'est très bizarre qu'elle se soit inscrite, en tout cas enregistrée à l'accueil avec ce nom-là. Donc Archie arrive, reconnaît sa femme et il l'emmène avec lui, donc ils partent. J'aimerais beaucoup savoir ce qui s'est dit dans cette voiture-là parce que très bizarre. Alors cet événement très particulier dans la vie d'Agatha Christie va malheureusement sonner le glas de leur mariage parce que ils ne vont pas se remettre, ils vont divorcer d'ailleurs 2 années plus tard. Mais donc cet événement n'est pas cité dans l'autobiographie d'Agatha Christie, à aucun moment elle ne fait référence à ce moment-là. Par contre, 1 ou 2 ans plus tard, elle va donner une interview où elle expliquera qu'à ce moment-là elle était très malheureuse, vraiment extrêmement malheureuse. Elle venait de perdre sa maman donc quelques mois plus tôt, son couple battait extrêmement de l'aile et en fait ce qu'elle explique c'est que ce soir-là, après que Archie soit parti rejoindre sa maîtresse, elle est pris la voiture avec l'intention de vraiment commettre un geste irréparable et de vraiment se suicider. Et donc elle a lancé sa voiture dans l'étang et le problème c'est que le bosquet l'a retenue. Le problème en tout cas, elle a grande chance. Et ce qu'elle explique c'est que au moment où la voiture heurte le bosquet, donc le petit buisson, sa tête va cogner fortement le volant et donc elle sera complètement confuse, elle perdra la mémoire à ce moment-là, elle ne saura pas quoi faire donc elle va sortir de la voiture, marcher, tomber sur l'établissement thermal, s'y enregistrer sous un nom, un faux nom, mais s'y enregistrer sous le nom de Mademoiselle Neal, qui est le nom de la maîtresse d'Archie. Je pense que ce nom-là, je pense qu'en conduisant, elle devait penser à cette femme, et donc c'est le nom qui lui est resté en tête après l'accident. Beaucoup disent que c'est juste pour emmerder son mari qu'elle a fait ça, c'est juste pour l'inquiéter, on va dire, surtout que comme je te le disais, il est devenu vraiment principal suspect dans l'affaire à un moment donné. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peine plus d'1 semaine, mais beaucoup disent que c'était juste pour se venger un petit peu de son mari infidèle. Moi je crois son hypothèse, elle l'a quand même expliqué, je trouve que c'est très plausible. Voilà, elle était pas bien. Donc ça c'est l'explication que donne Agatha Christie à cet événement extrêmement mystérieux, digne de ses plus grands romans. Mais voilà. Et du coup le couple divorce et donc à la suite de son divorce, elle va se rendre en Orient. Elle a d'ailleurs une attache particulière pour cette région du monde, elle aime beaucoup
l'Orient. Donc elle va se rendre à l'Orient, et à cette époque, l'Orient est le siège de beaucoup de fouilles archéologiques. Elle va se passionner d'ailleurs pour l'archéologie à cet endroit-là. Elle sera d'ailleurs très douée pour restaurer toutes les ivoires et fera aussi de la photographie sur ces sites-là. Et à cet endroit-là, elle va rencontrer son second époux, Max Mallowan, en 1930. Donc cette relation avec Max Mallowan est très mal vue parce que Max Mallowan est beaucoup plus jeune qu'Agatha Christie. Il a une confession religieuse différente, comme si ça empêchait l'amour, ces choses-là, mais bon. Et donc voilà, Madge, qui est sa grande sœur, disait mais il profite de toi, il veut juste ton argent, pourquoi il serait avec quelqu'un de plus âgé, enfin bref, tous les tabloïds disent ça d'ailleurs, mais ça ne l'empêche pas de l'épouser et d'en être très amoureuse. Et donc avec Max Mallowan, ils vont vivre jusqu'à la fin des jours, il va l'accompagner vraiment jusqu'à la fin. Et donc pendant cette période-là, en Orient, elle va continuer à écrire son roman, et elle va écrire notamment de grands chefs-d'œuvre comme Le Crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Meurtre en Mésopotamie. Enfin, elle va sortir ses plus grands succès. Cette région-là était pour elle une grande source d'inspiration pour ses romans. Donc d'ailleurs, elle écrira par la suite son autobiographie, et ça j'ai trouvé ça assez ahurissant parce que elle a mis 15 ans pour écrire son autobiographie. Moi je trouve ça dingue. Elle vivra avec Max Mallowan de très longues années jusqu'à la fin, en fait, de 1930 à 1976, où elle mourra. Elle mourra le 12 janvier 1976 à Wallingford, et elle demandera à ce que soit noté sur sa pierre tombale des vers d'un poète, Edmund Spenser, qui dira « Tant de repos pour tant de labeur, havre de paix après jour de tempête, ô douce mort après notre âpre vivre, trêve bénie succédant à la guerre, Dieu prend mon âme en sa joie infinie. » Voilà comment se termine la vie d'Agatha Christie. Agatha Christie était une femme extrêmement réservée de ce que je dis, en tout cas de ce que j'ai lu, et de ce que disent ses proches. C'était une femme volontaire, était géniale, moi j'adore ses romans. Et donc je vais te raconter maintenant mon histoire avec cette autrice-là. Alors moi, comment je l'ai découvert, anecdote, quand j'étais plus jeune, j'avais 11 ou 12 ans, mon grand frère qui est plus âgé que moi, il ne vivait déjà plus à la maison, donc chez mes parents. Un jour, ça est tombé sur un carton rempli de livres et il nous l'a ramené à la maison, nous, sa petite sœur et son petit frère, pour que nous lisions. Et il y avait énormément de romans dans ce fameux... Vraiment, il y en avait une trentaine, dont des romans d'Agatha Christie. Et le tout premier que j'ai pioché, c'était Une poignée de seigle d'Agatha Christie. Donc Une poignée de seigle, c'est l'histoire d'un monsieur Fortescue qui va être retrouvé mort dans son bureau et dans la poche duquel on va retrouver une poignée de seigle. Pourquoi une poignée de seigle? Est-ce que ce serait la signature du meurtrier? C'est comme ça que l'intrigue va commencer avec le meurtre de monsieur Fortescue. C'est un roman, je me rappelle très bien, j'ai encore un vif souvenir de cette lecture-là qui m'a complètement transportée, évidemment, qui m'a fait aimer la plume d'Agatha Christie, mais surtout, et ça m'a marqué, je me suis beaucoup attachée à un personnage du roman, donc de La poignée de seigle, et en fait au final c'était lui, le meurtrier. Et c'est ça la force, parce que ça m'est souvent arrivé dans les romans d'Agatha Christie, c'est qu'elle rend le meurtrier ou la meurtrière particulièrement sympathique et très attachant, donc on s'y attache pour qu'au final, voilà, hop là, elle nous coupe l'herbe sous le pied, et c'est lui, hein, le meurtrier. D'ailleurs, moi j'ai commencé bizarrement les romans d'Agatha Christie en rencontrant Miss Marple, parce que dans Une poignée de seigle, c'est Miss Marple qui, entre guillemets, va mener l'enquête, même si elle ne mène rien du tout d'officiel, mais elle aide énormément à dénouer certaines enquêtes. Et ensuite, j'ai lu Destination inconnue, qui ne ressemble pas du tout au reste, je pense, de la bibliographie d'Agatha Christie. C'est un roman limite dystopique, ça se passe dans un centre de recherche où un savant atomiste, donc Thomas Betterton, est disparaît. Il a mystérieusement disparu, et donc on se demande s'il a été enlevé, s'il est décédé. Et donc les agents de police vont décider de suivre sa femme, qui elle dit qu'elle ne sait rien, qu'elle n'a aucune idée de la disparition de son mari. Et donc ça va les amener à découvrir quelque chose. J'avais beaucoup aimé ce roman, Destination inconnue, parce qu'il changeait de Une poignée de seigle que j'avais lu un petit peu avant, mais que j'avais vraiment franchement adoré. Donc c'est un roman que vraiment je te conseille, qui est très différent, hein. Ça reste des enquêtes policières, mais c'est très différent du
du premier. Et donc, comme on le sait, c'est-à-dire que Agatha Christie a 2 protagonistes principaux. Elle a Hercule Poirot et Miss Marple dont je viens de te parler. Donc Hercule Poirot est apparu pour la première fois dans La mystérieuse affaire de Styles, et à savoir donc dès le tout début, on rencontre le personnage de Hercule Poirot. Mais Miss Marple va faire son apparition un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, dans le roman L'affaire Protheroe, qui sort en 1930, et c'est là qu'on découvre Miss Marple. L'affaire Protheroe, je l'ai lu aussi. C'est un meurtre qui va se passer au presbytère, et donc le pasteur, il a déjà des idées sur l'identité du meurtrier, et c'est Miss Marple évidemment qui va arriver à dénouer tout ce nœud, parce que les meurtres d'Agatha Christie, c'est toujours un nœud incroyable. C'est un huis clos, ça se passe entre 5, 6, 7 personnes. Tous sont suspects, tous sont potentiellement les meurtriers. Et moi j'adore cette ambiance-là de huis clos. Donc on a très peu de personnages, c'est très facile à suivre. Les romans sont quand même très 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 légers. Ils sont assez faciles à lire. Ça traite évidemment, ça reste des meurtres, mais je trouve que c'est très bienveillant entre guillemets, c'est-à-dire que ça parle de jalousie, c'est des problèmes d'héritage, et les meurtres ne sont pas particulièrement sauvages ou particulièrement gore, ça reste des corps retrouvés, poignardés, ok. Je n'ai pas le souvenir que des meurtres soient décrits, donc ça reste assez simple à lire, vraiment très jeune, on peut lire ça sans problème. Moi, je pense que j'aurais pas aimé autant Agatha Christie si je ne l'avais pas découvert aussi jeune, parce que par la suite j'ai lu d'autres romans policiers qui étaient beaucoup plus trash. Par contre, il y a un autre roman qui est, je pense, un de mes préférés d'Agatha Christie, je vais pas dire mon préféré, et qui a été un gros succès parce que il a été vendu à 100 millions d'exemplaires. Et c'est le fameux Ils étaient 10. Il a changé de nom dernièrement. Ils étaient 10, dont j'ai adoré, j'ai adoré le lire, ce roman-là. Il est génial. Encore une fois, ça se lit super rapidement, super facilement. C'est 10 personnes qui vont recevoir une invitation des vacances d'été dans l'île du Soldat. Il y a une fameuse île très mystérieuse, on n'en sait pas beaucoup. Et ces 10 personnes-là, au profil qui a l'air complètement différent, vont recevoir la même invitation, et donc tous vont se rendre sur l'île du Soldat, parce que le propriétaire de cette île-là est quelqu'un d'assez mystérieux, et donc tous sont intrigués et veulent rencontrer le propriétaire, et il va se passer ce qui va se passer dans cette île-là. Et il ne va pas se passer des choses très sympas, tu le découvriras. D'ailleurs, tout le monde va connaître le même sort. Tout le monde. Tous, sans exception. Voilà, j'ai essayé de te parler de 2-3 romans que j'ai beaucoup aimés d'Agatha Christie. J'en ai lu une dizaine d'autres, tellement j'aime cet auteur. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai plus relu d'Agatha Christie. Je vais sûrement relire parce que tourner cet épisode m'a donné envie de relire Agatha Christie. Je suis heureuse d'avoir enregistré cet épisode après une hibernation du podcast, mais il est de retour, je suis de retour, tout va bien, on est bien. J'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura appris peut-être une ou 2 anecdotes dans la vie d'Agatha Christie. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir si tu aimes Agatha Christie ou pas, donc tu peux venir sur Instagram me dire un petit peu de tout ça. J'ai été ravie de parler d'Agatha Christie. C'est d'ailleurs une nouvelle série d'épisodes que je vais sortir sur mes auteurs préférés. Donc je vais essayer de faire des épisodes similaires, un peu biographiques, raconter un petit peu la vie de mes auteurs préférés. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu encore une fois, j'espère qu'il t'aura intéressé. Je vais te laisser très bientôt, mais avant cela j'aimerais te lire une phrase de l'autobiographie d'Agatha Christie que je trouve absolument merveilleuse. Je suis complètement d'accord avec cette phrase-là et elle résonne énormément en moi. Donc je vais te la lire avant de te laisser pour de bon. À la réflexion, je crois qu'on est ce qu'on doit être. On peut toujours se laisser aller au petit jeu des si ceci ou cela s'était produit, j'aurais fait telle ou telle chose. Ou bien, si j'avais épousé un tel, ma vie aurait changé du tout au tout. D'une manière ou d'une autre, cependant, nous avons toujours tendance à revenir à notre voie, à notre propre schéma. Car je suis convaincue que l'on suit un schéma, que nous avons un schéma de vie, on peut le magnifier, on peut le réduire au minimum, c'est notre schéma, et tant que nous le suivons, nous connaissons l'harmonie et la paix de l'esprit. Voilà, je te laisse, bisous!